Helena Rubinstein, la collection de Madame. À travers une sélection exceptionnelle de 66 objets d'art extra-européens, découvrez les choix artistiques audacieux de cette figure majeure du collectionnisme de la première moitié du XXe siècle. Une exposition événement à découvrir jusqu'au 28 juin 2020 au musée du Quai Branly-Jacques Chirac. Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue dans Au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, je vous raconte la vie extraordinaire d'Helena Rubinstein, celle que Jean Cocteau appelait l'impératrice de la beauté. Cette femme forte, énergique et hyperactive n'était motivée que par la passion. C'est par passion qu'elle fonda et dirigea un empire cosmétique international. Et c'est aussi par passion qu'elle fut également une collectionneuse d'art nègre, comme on l'appela longtemps, aujourd'hui les arts premiers ou lointains, venus d'Océanie, d'Afrique, d'Indonésie et d'Amérique latine. 66 de ces trésors exceptionnels sont exposés au musée du Quai Branly-Jacques Chirac jusqu'au 28 juin, une visite à ne pas manquer. Sur une de ses rares photos de jeunesse, celle qui se prénomme alors Shaja, âgée d'environ 18 ans, émerge littéralement entre sa mère et trois de ses sœurs. On ne voit qu'elle. Bien droite, déterminée, elle semble dominer la famille par son élégance. On en oublie sa petite taille, 1,47 m. Ses cheveux sont noirs comme ses yeux. Ses sœurs l'ont surnommée l'aigle. Shaja est née le 25 décembre 1872 à Cracovie, dans le sud de l'actuelle Pologne, qui, à l'époque, fait partie de l'Empire austro-hongrois. Elle est l'aînée de 7 sœurs et on comprend qu'elle leur servira de seconde maman. Dans le quartier juif de Kazimierz, où elle voit le jour, son père, Herzl Rubinstein, tient une petite épicerie. Le travail est dur, les revenus sont très modestes. En 1887, Shaja, qui a 15 ans, doit quitter l'école pour aider ses parents dans leur commerce. Son père souhaite la marier rapidement, il lui a trouvé quelques bons partis, mais la jeune fille les refuse tous. Elle aspire à une autre vie. Ses parents l'envoient alors à Vienne, chez une tante et un oncle qui l'emploient dans leur magasin de fourrure. Après 3 ans à Vienne, et probablement un chagrin d'amour, Shaja n'en peut plus et prend la décision de sa vie. En 1896, elle décide de partir seule pour l'Australie, où un autre de ses oncles possède un ranch et un magasin. Sa famille n'ose pas la contrarier et s'est cotisée pour payer son passage à bord du paquebot Prince Regent Luitpold. L'intrépide Shaja change son prénom et choisit celui de Helena et se rajeunit de 9 ans sur son passeport. En réalité, elle a 24 ans. Un bon conte vaut toujours mieux que la vérité, dit-elle souvent. En Australie, une nouvelle vie commence pour Helena qui travaille dans la boutique de son oncle. Elle se fait remarquer en apprenant vite l'anglais, mais surtout par son teint clair et lumineux qui fascine les clientes. Avant qu'elle ne parte, sa mère qui a appris à ses filles comment prendre soin de leur peau, lui a donné 12 pots de crème hydratante conçus par un apothicaire du quartier afin de se protéger du violent soleil australien. Bientôt à court de produits, Helena, se souvenant de la composition des pots de crème, se transforme en véritable laborantine. Elle réussit à fabriquer sa véritable première crème de soin pour le visage avec de la lanoline, du sésame, de la cire végétale et de l'huile minérale. Elle lui donne le nom de Valaz, un mot hongrois qui signifie « don du ciel ». C'est ainsi qu'en 1902, celle qui se proclame esthéticienne ouvre, à Melbourne, le salon de beauté Valaz. Les journaux parlent d'elle, les clientes affluent. Helena a aussi un formidable sens de la promotion. En 1903, elle fait paraître ses premières publicités dans les quotidiens de Melbourne et d'Adélaïde. Elle rédige son premier guide de la beauté vendu par correspondance, comme sa crème, dans toute l'Australie, le début de la gloire. Après 9 années, l'Australie est devenue trop petite pour ses ambitions. Helena regagne l'Europe, Londres, Vienne, Cracovie, Berlin, Paris, pour découvrir les nouveaux terrains de ses ambitions.
Elle visite des salons de massage et des instituts de beauté et s'habille chez de grands couturiers comme Worth, l'Anglais qui habillait l'impératrice Eugénie, et bientôt, elle recommence à parcourir le monde. De retour en Australie en 1907, elle rencontre un journaliste américain, juif d'origine polonaise, Edward William Titus, divorcé et père de 2 fils. Elle l'engage pour améliorer la présentation de ses produits. Nous parlerions aujourd'hui de design. C'est cet homme qui lui donne le surnom de Madame, comme on appelait la sœur du roi de France. Si Coco Chanel sera toujours Mademoiselle, Helena Rubinstein est désormais Madame. Elle ouvre bientôt un salon de beauté à Sydney, la ville la plus peuplée d'Australie, puis en 1908, un autre salon à Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande. Puis, elle repart pour Londres, laissant sa sœur Seska tenir le salon de Melbourne. Dans la capitale britannique, Helena ouvre un salon dans le quartier chic de Mayfair, au 24 Grafton Street. Les ladies aux peaux abîmées s'y bousculent et en ressortent rajeunies. Cette clientèle huppée devient très importante et c'est à Londres qu'elle épouse Edward William Titus. L'esthéticienne poursuit sa formation de biologiste et convainc plusieurs médecins qu'il faut travailler scientifiquement à la préservation de la beauté féminine. C'est autour de 1908 qu'Helena Rubinstein commence sa collection d'art premiers qu'elle achète à l'hôtel Drouot, sous la conduite du sculpteur Jacob Epstein, un ami de son mari. Epstein est un Américain, célèbre pionnier de la sculpture moderne, d'origine polonaise. Il est aussi un grand collectionneur d'art. C'est un voisin du couple à Londres. Très vite, il devient le mentor d'Helena Rubinstein et éveille sa passion pour les arts africains en lui apprenant les formes différentes, loin des canons classiques. Helena se laisse guider vers cette sphère dont elle ne connaît rien. Son ouverture d'esprit, sa grande sensibilité et sa soif de nouveauté la poussent vers ces arts lointains. Elle a une attirance naturelle pour ce qui est beau depuis toujours, si bien que Epstein va lui faire confiance pour enrichir sa propre collection. Epstein m'avait prié d'acheter pour son compte, dans les ventes aux enchères, toutes celles qui ne dépassaient pas un certain prix. Et quand elles montaient au-delà, je les gardais pour moi, car j'avais appris à aimer leur intensité expressive. Elle s'intéresse aussi à la peinture et demande à Paul César Helleu, artiste très représentatif du goût de la Belle Époque, de faire son portrait mettant en valeur ses yeux, sa chevelure noire. Le premier tableau d'une longue série, toujours commandé à des peintres renommés. Voyageuse permanente, Helena Rubinstein rencontre à Paris Missia Sert, une pianiste d'origine russe qui a le même âge qu'elle. Née à Saint-Pétersbourg, elle est l'égérie de nombreux artistes et écrivains. Elle a été successivement mariée à Thaddée Nathanson, l'un des fondateurs de la Revue Blanche, puis au sulfureux milliardaire Edwards et enfin au peintre espagnol José María Sert. Missia Sert est aussi l'égérie des ballets russes qui font un triomphe à Paris, au Châtelet. Missia présente à Helena des amies qui seront de fidèles clientes. Parmi elles, la romancière Colette. Helena Rubinstein devient proche de Chagall, Picasso, qui la trouve trop autoritaire, Braque, Derain, Miro, Dali, et se montre passionnée d'art moderne. Sa curiosité est insatiable et son instinct ne la trompe pas. Helena, qui adore chiner, va régulièrement au marché aux puces avec Missia Sert. Elle y achète des poudriers, des boîtiers anciens qu'elle fait copier pour présenter ses produits, tout en faisant construire à Saint-Cloud un laboratoire. Dans la foulée, elle crée une ligne de maquillage. Si elle a invité les Anglaises à se maquiller un peu, elle recommande aux Françaises de se farder moins. Madame n'arrête jamais, son instinct est extraordinaire. Après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, Helena Rubinstein, de nationalité américaine par son mariage, part seule pour New York et installe sa famille au-dessus de son salon de beauté, conçu par un architecte autrichien et un décorateur polonais, qui le garnit de sculptures et de bas-reliefs en marbre de Carrare. Helena Rubinstein a bien compris que cet écrin moderniste pour les soins du corps et du visage correspond au courant novateur de l'Europe, mêlant l'art, la mode, la décoration, le luxe et la beauté. Aux États-Unis,
la guerre qui ravage et traumatise les États européens belligérants semble souvent lointaine. Elena parcourt le pays en train avec sa sœur Manka, ouvrant des milliers de points de vente dans les grands magasins de luxe, inaugurant des salons sur la côte Est, à Philadelphie, à Boston, mais aussi à San Francisco. Elle fait construire sa première usine américaine à New York, sur Long Island, dont les employées presque exclusivement féminines portent un uniforme de nurse. Dans les usines, il y en aura 14 aux États-Unis. Une école forme les esthéticiennes. Helena Rubinstein, qui avait fait de la beauté un commerce, l'élève maintenant au rang d'industrie. Après la guerre, Helena et son mari se séparent. Puis elle revient à Paris, toujours soucieuse de maintenir son empire, achète un immeuble Faubourg Saint-Honoré, en face de l'Élysée, pour y installer ses bureaux et ouvrir un salon de beauté. Elle profite de la soif de luxe des années folles pour reprendre pied en Europe. Elle se révèle une redoutable femme d'affaires. Même la crise de 1929 est pour elle une aubaine. Elle permet à Helena Rubinstein de démontrer son génie financier. Si, à cause du krach de Wall Street, ses actions dégringolent, elle rachète à Lehman Brothers les parts de sa société qu'elle leur avait vendues un an plus tôt. Elle perçoit un bénéfice de 7 300 000 $ et cette transaction géniale fait d'elle une des femmes les plus fortunées des États-Unis. Grâce à cette immense fortune, cette gourmande du patrimoine va collectionner aussi les résidences un peu partout dans le monde. L'impératrice de la beauté devient également celle de l'immobilier. Elle acquiert un immeuble à New York sur Central Park, fait construire à Paris un immeuble boulevard Raspail avant d'acquérir Quai de Béthune, sur l'île Saint-Louis, un bel hôtel particulier qui avait appartenu au mari de Missia Sert. C'est son appartement Quai de Béthune qui va devenir l'écrin de sa collection. En 1937, elle fait raser cet hôtel de 50 pièces pour le faire entièrement reconstruire. Une folie. Distribué sur 3 bâtiments, on circule de l'un à l'autre par une passerelle de verre. À chaque pièce, on change de style, d'époque, de continent. Ici, des statues grecques antiques ou des colonnes de marbre, là du Louis XVI, du Régence, des fauteuils tendus de satin doré, au mur des toiles de Picasso et Modigliani. C'est dans le hall, le salon et la bibliothèque que Madame a installé sa collection d'art africain et océanien. Des œuvres par centaines qui font dire à Eugénie, sa femme de chambre, « Il y a beaucoup de poussière à faire. Pensez, juste 622 nègres pour commencer, 622 nègres. » Sur le toit, l'immense terrasse, transformée en jardin, fait face à Notre-Dame. Madame a vu grand. Elle peut accueillir 300 invités. Dès qu'il fait beau, le tout Paris des arts, du cinéma, de la mode et du luxe s'y retrouvent pour des fêtes étincelantes où des laquais chamarrés présentent les mets dans des plats d'or et de vermeil. À un marchand qui lui demande « Vous n'avez pas de préférence, madame ?» Elle répond « Je ne connais que la beauté, celle qui émeut, saisit, envoûte, résiste au temps. » On s'est étonné d'un certain disparate, comprenant mal le lien mystérieux qui peut exister entre un masque africain, un meuble romantique ou un tableau de Matisse. Ce lien m'apparaît pourtant évident. C'est la force du sens esthétique au service du bonheur. Helena Rubinstein est-elle vraiment heureuse ? Non. Si ses affaires, ses maisons et ses collections sont une réussite totale, sa vie privée tourne au désastre. Son mari, avec qui jusqu'ici Helena avait gardé de bonnes relations malgré leur séparation, est toujours un incorrigible séducteur. Il multiplie les liaisons. Humiliée, Helena demande le divorce. Madame vit très mal cet échec. Cette battante est aussi fragile. Elle part soigner sa dépression dans une clinique suisse et en ressort 2 mois plus tard, amincie, embellie et prête à une nouvelle vie auprès du prince géorgien Archil Gourieli Tskonia, un homme gai et chaleureux de 23 ans son cadet. Il l'a conquise en la faisant rire, il se marie en 1938. Quant à son ex-époux, il va épouser une femme qui a 38 ans de moins que lui. Ce retour à une vie joyeuse et équilibrée lui donne des ailes et libère à nouveau sa créativité. L'année 1939 est celle où elle crée le premier mascara waterproof. Le mascara existe depuis toujours, les femmes de l'Égypte antique s'en servaient, mais la nouveauté, c'est qu'il résiste à l'eau et aux larmes.
En fait, elle ne l'a pas inventé, mais en a acheté le brevet à une esthéticienne viennoise. Ce fard pour les cils est présenté à New York par les nageuses d'un ballet aquatique, une féerie digne de Hollywood. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle reste aux États-Unis. Imaginez Salvador Dali peignant un triptyque mural dans son appartement de Park Avenue, puis commencer le portrait de la boulimique Helena. En 1945, elle revient en Europe. Son institut de beauté à Londres a été détruit par les bombardements. En France, les nazis ont pillé celui du Faubourg Saint-Honoré, l'appartement du quai de Béthune ainsi que son moulin en Seine-et-Marne. Mais il n'y a pas que des destructions matérielles. Une partie de sa famille polonaise a subi l'oppression nazie. Si Helena avait réussi à faire venir auprès d'elle 3 de ses sœurs en Amérique, son autre sœur Regina est morte à Auschwitz. Toute sa vie, Helena apportera son aide financière à ceux qui ont échappé à la Shoah. Malgré les destructions de la guerre, une grande partie de sa collection a pu être sauvée en étant transférée aux États-Unis. Elle continue ses acquisitions d'art primitif comme elle l'a toujours fait. Négociatrice hors pair, flairant toujours les bonnes affaires, elle effectue tous ses achats en argent liquide. Quel qu'en soit le montant, ce qui explique qu'il n'existe aucune archive comptable de ses acquisitions. Elle hante les salles de vente et sa détermination, comme son charisme, impressionne Edmond Charleroux, alors rédactrice en chef de Vogue. Marchant à pas menus, chargée de bijoux comme une idole, mais vêtue de petits tailleurs stricts, elle est une force qui va de l'avant. Il ne doit pas faire bon lui barrer la route. Ses cheveux très noirs sont tirés en arrière, sans cran ni frisure. Elle doit être de ces femmes qui ont adopté une coiffure dès qu'elles ont été en âge de réfléchir et qui n'en ont jamais changé parce que toute concession à la mode aurait été une erreur. Jusqu'à la fin de sa vie, Helena Rubinstein restera toujours aussi active et fructueuse. Ses affaires prospèrent tant à Paris qu'à Londres et à New York. À sa vie professionnelle, elle ajoute des implications personnelles dans des œuvres caritatives comme une fondation pour l'éducation des jeunes filles défavorisées. En 1955, elle a la douleur de perdre son prince géorgien et en 1958, son fils Horace Titus, âgé de 46 ans, dans un accident de voiture à New York. Ces douleurs personnelles, elle ne s'étend pas dessus. Elle les cache. La vie continue. Picasso, qui n'avait jamais pu achever son portrait, réalise une trentaine d'esquisses d'elle. Elle apparaît dans des spots publicitaires à la télévision, dont elle a compris l'importance. Jusqu'au bout, elle restera une grande voyageuse, retournant en Australie où tout a commencé, mais aussi en Chine, au Japon et même en Union soviétique malgré la guerre froide, et surtout en Israël où elle finance la construction du pavillon de l'art contemporain qui portera son nom au musée d'art de Tel Aviv, inauguré l'année suivante. Une année avant sa mort, elle publie son autobiographie, My Life for Beauty, ma vie pour la beauté comme un testament. Le 1er avril 1965, Helena Rubinstein s'éteint à New York à l'âge de 93 ans. Elle est enterrée au Mount Oliver Cemetery dans le quartier de Queens. Son empire est présent dans 14 pays et sur 3 continents. Elle emploie 30 000 personnes et sa fortune est évaluée à 100 millions de dollars. Un an plus tard, l'ensemble de sa collection, près de 400 pièces, est dispersé aux États-Unis et en Europe au cours d'enchères historiques. La reine Mangwa, immortalisée par Man Ray, est la star de la vente, 29 000 $. En avril 1990, lors d'une vente chez Sotheby's, elle sera adjugée 3 400 000 $, devenant l'objet le plus cher de tous les temps dans le domaine des arts premiers. On y trouve notamment un gardien de reliquaires Kota aux formes parfaites. « Le fleuron de ma collection », disait-elle. Au Gabon, le peuple Kota conservait les ossements des ancêtres dans des paniers surmontés de figures comme des gardiens qui veilleraient sur eux. Madame possédait 22 de ces figures et s'amusait à les rassembler par famille. Quelque temps avant de mourir, elle était apparue dans une robe d'un jeune et extraordinaire talent, Yves Saint-Laurent, le 1er janvier 1964. La haute couture était une autre de ses passions. Son œil infaillible, comme dans tous les choix de sa vie, ne s'était pas trompé. Cet œil,
Ce regard qui avait permis à Madame de rassembler ce qui est, sans doute, la plus belle collection d'art premier de son temps. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec le musée du Quai Branly Jacques Chirac à l'occasion de l'exposition consacrée à la collection d'Helena Rubinstein. L'épisode a été écrit avec l'aide de la commissaire de l'exposition, Hélène Joubert. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée.